Donc l'art de la cellule de test selon Sun Tzu. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi on crée une cellule de test, comment on peut faire et les pièges à éviter. Donc souvent, quand est-ce qu'on est amené à créer une cellule de test? C'est parce qu'il y a quelqu'un dans une boîte qui se dit « Ah, on a trop de bugs en production, on a des retards de projet, on a un problème d'image client, etc., etc. » Et donc à partir de là, ils se disent « Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas créer une cellule de test ?» Alors, quand je dis « ils se disent on va créer une cellule de test », c'est pas tout à fait ça. En fait, dans le lot, il y en a un ou deux qui se disent « Tiens, on va créer une cellule de test ». C'est la personne qui plus tard, au final, sera notre sponsor. Parce que tout le monde ne va pas se dire « Mais évidemment, c'est ça la solution ». Donc, ce qui fait que quand on va la créer, on sera... Donc, il y aura quelques personnes qui sont d'accord sur le fait que c'est la solution, mais pas toutes. Donc, il faudra convaincre. À partir de là, le parcours du combattant va se mettre en place. Il va falloir potentiellement changer des processus, transférer l'activité de test, parce que c'est pas parce qu'ils font appel à quelqu'un pour mettre en place une cellule de test qu'ils font aucun test pour le moment. Il va potentiellement falloir adapter les outils, voire mettre en place des outils, gérer l'ensemble des changements et surtout convaincre. Alors des obstacles, on va les avoir à tous les niveaux. Au niveau de l'organisation, est-ce qu'ils ont une culture du test déjà? Au niveau des équipes du management, pour le management par exemple, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait qu'il faut une cellule de test. Donc déjà, tout le monde ne se dit pas que c'est la solution. Au niveau des équipes, il y a certaines équipes qui vont faire non, mais nous ça marche, alors je ne vois pas pourquoi on aura besoin de cellule de test. Et au niveau des personnes, potentiellement, il y en a qui font du test. Comment ils vont prendre le fait qu'il y ait une cellule de test qui arrive? Ça veut dire qu'on fait mal notre travail? Ça veut dire qu'on doit travailler différemment? Je sers encore à quelque chose? Donc pour nous aider, on va s'inspirer de Sun Tzu, qui a écrit l'art de la guerre. C'est un livre de méthode militaire, mais plus que ça, c'est une méthode de résolution de conflits. Alors chose intéressante, c'est certainement une pseudépigraphie, c'est-à-dire, nous à notre époque, on a tendance à prendre le contenu de quelqu'un d'autre et se l'approprier. À cette époque-là, c'était l'inverse. On avait plutôt tendance, au final, à écrire quelque chose et en donner la paternité à quelqu'un qui était légitime, alors plus ou moins réel ou pas, pour donner de la valeur à l'écrit. C'est pas du tout la même chose au final que maintenant. Donc dans un premier temps, on va voir quelle est la solution qu'on va mettre en place. On va arriver dans une nouvelle société. On va donc, à partir de là, essayer de voir quels sont les différents problèmes, et à partir de là, créer une solution qui permet de répondre à ces problèmes. Alors, que dit Sun Tzu pour nous aider? L'eau, dans son cours, suit la situation du terrain dans lequel elle coule. De même, votre armée doit s'adapter au terrain sur lequel elle se meut. L'eau qui n'a point de pente ne saurait couler. Des troupes qui ne sont pas bien conduites ne sauraient vaincre. Donc, pour mettre en place notre solution, dans un premier temps, il va falloir identifier nos différents problèmes. À partir de là, pour chacun de nos problèmes, trouver les solutions qui vont bien, ça va créer notre solution. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place une stratégie pour qu'on ne mette pas notre solution en place n'importe comment. On a un plan qu'on va suivre pour faire ça correctement. Donc dans un premier temps, on va identifier les différents problèmes. Pour ça, on a des outils qui peuvent nous aider, plus ou moins formels. Donc ça va de l'évaluation CMMI, TMMI, à des questionnaires. Alors quels outils on peut utiliser par exemple? C'est le diagramme d'Ishikawa, ce qui nous permet, à partir d'une problématique, de catégoriser nos différentes causes premières et au final de découvrir le vrai problème derrière, les vrais problèmes derrière notre problème. À partir de là, pour chacun de ces problèmes-là, on va pouvoir trouver une solution. Donc pour créer notre solution, on a différentes choses qu'on peut faire. Ce qu'on fait le plus basiquement, c'est qu'on a une liste de l'ensemble de nos problèmes et à côté, on fait une liste de l'ensemble de nos solutions. C'est une méthode qui est bien, mais ça veut dire que la première solution qu'on va trouver à notre problème, c'est la bonne. Souvent, c'est le cas, mais pas toujours. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser des outils d'idéation, donc de brainstorming, qui vont faire en sorte qu'au lieu de réfléchir à juste un problème, une solution, faire que pour un problème ou des problèmes, potentiellement on peut avoir différentes solutions. Et ensuite, dans notre stratégie, potentiellement, on va avoir différentes étapes pour mettre en place notre solution. Par exemple, on n'a pas d'outils pour
pour gérer nos cas de test, peut-être que dans un premier temps, on va utiliser un outil comme Excel pour ensuite utiliser un outil qui va permettre d'avoir nos cas de test en ligne, qui va nous permettre de faire du suivi d'exécution, etc. Mais potentiellement, la solution, c'est d'y aller par étapes. Pour mettre en place nos solutions, il va falloir aussi changer des processus. La phase la plus importante dedans, c'est le dégel. On a des gens qui travaillent d'une certaine façon, qui ont l'habitude de travailler comme ça. S'ils ne comprennent pas pourquoi on change, et qu'est-ce que va amener le changement, ils ne vont pas vouloir changer. Donc c'est là qu'on va avoir le plus de réticence. Donc c'est là qu'il faut aider les personnes à, cette phase de dégel, à passer dans une phase où ils disent il faut changer. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vient d'eux. Si on vient d'en haut et on fait bon ben maintenant on fait ça, on ne va pas être suivi. Par contre, si on fait ben voilà les soucis qu'on a là, et donc il faudra réfléchir à une solution, ils vont réfléchir à une solution d'eux-mêmes et nous on va les guider vers la solution qu'on veut mettre en place. Donc on a nos problèmes maintenant, on a nos différentes solutions, maintenant il va falloir mettre en place notre stratégie. Donc ça dans le test c'est quelque chose qu'on connaît, on a ça avec le QQO QCCP, qu'on met déjà en place pour nos plans de test. Donc c'est qui va faire l'action, avec quoi, où, quand, comment, très important le combien, et pourquoi on fait ça. On va mettre ça en place pour l'ensemble de nos solutions qui vont créer notre solution. Ça va nous aider, nous, à voir l'ensemble des choses qu'on a à faire, de savoir combien ça va coûter et de le défendre auprès de notre sponsor. Faut pas oublier que c'est lui derrière qui va payer. Donc là, c'est bien, on a notre solution. Mais notre solution, il n'y a pas de solution miracle. Selon le client, ça va être différent. Donc pour ça, il est important de connaître le terrain. Donc que nous dit Sun Tzu sur ça? Quoique vous ayez une pleine connaissance de tous les lieux, que vous sachiez même que les ennemis peuvent être attaqués et par quel côté ils doivent être, si vous n'avez pas des indices certains que vos propres troupes peuvent attaquer avec avantage, j'ose vous le dire, vos chances de victoire sont réduites de moitié. Donc pour connaître le terrain, il va falloir rencontrer tout le monde. Déjà le sponsor. Pourquoi il a dit que ça serait bien de mettre en place une cellule de test? Parce que pour lui, il y a des problématiques qui sont visibles, qui sont présentes, qu'il faut régler. Donc il est important de le voir pour voir quelles sont les problématiques selon lui et aussi quelle est sa vision. Sa vision, c'est pour nous quelle est la solution à mettre en place. Il a une vision, nous on va avoir une vision qu'on va avoir tout le monde et il va falloir confronter tout ça. Rencontrer les équipes, parce que évidemment, le sponsor il a un avis sur la question. Mais chaque personne au final qui travaille dans l'entreprise a aussi sa vision sur la question, a un idéal qu'il veut atteindre et donc il est important de le voir. Comprendre l'entreprise aussi. Selon que l'entreprise ait 150 ans ou qu'elle ait 5 ans, qu'il y ait 150 personnes ou qu'il y ait 5 personnes, on ne va pas pouvoir travailler de la même façon. Maintenant qu'on sait où on est, il va falloir constituer et gérer son armée. On ne va pas arriver tout seul à mettre en place notre solution. Donc on va avoir avec les troupes qu'on a déjà sur place, et potentiellement on va faire venir des mercenaires. S'il n'a pas une connaissance exacte des lieux où il doit les conduire, s'il les fatigue hors de propos, s'il ignore les besoins de ceux qui composent son armée, s'il ne sait pas le genre d'occupation auquel chacun d'eux s'exerçait auparavant, afin d'en tirer parti suivant leur talent, un général qui tomberait dans ses fautes rendrait l'armée boiteuse et épuiserait d'hommes et de vivres le royaume, et deviendrait lui-même la honteuse victime de son incapacité. Pour bien gérer son équipe, la première chose à faire, c'est de connaître les forces et faiblesses dans son équipe. Vu qu'on est une toute petite équipe aussi, on doit facilement pouvoir passer d'un projet à un autre, d'un sujet à un autre. Imaginons, on a 2 personnes, on va avoir une personne qui gère par exemple tous les outils et une personne qui gère un projet. Imaginons, il y a une des personnes qui tombe malade. Qu'est-ce qui se passe? On arrête tout? Et si la personne est malade pendant longtemps? Dans ce cas-là, la cellule meurt. Donc, il faut qu'il y ait un minimum que l'ensemble des personnes de l'équipe soient au courant de ce qui est fait pour pouvoir prendre la suite. L'équipe doit maîtriser les outils et être capable de former les utilisateurs néophytes. Une personne qui va travailler sur un projet va utiliser des outils avec l'équipe
Potentiellement, on va gérer les tickets dans Jira. Si personne ne sait utiliser Jira sauf le testeur, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut que ce testeur puisse apprendre l'utilisation de l'outil à chacun. Pareil, on met en place une méthodologie. Donc il faut que tout le monde travaille de la même façon. Si on a un qui travaille d'une certaine façon, l'autre de l'autre, au bout d'un moment, les gens ne vont pas comprendre comment ça marche. Et donc ils ne vont pas comprendre à quoi sert la cellule. Donc il est important de structurer. Pour s'aider dans tout ça, ce qui peut être utile, c'est créer une matrice de compétences-connaissances. Ça va par exemple nous aider quand on va embaucher un mercenaire pour nous aider. Parce qu'avec notre matrice de compétences, avec notre solution, on va voir par rapport à la solution qu'on veut mettre en place, est-ce qu'il y a des compétences qui nous manquent dans l'équipe. C'est ça qu'on va regarder dans le CV de la personne qui va nous rejoindre pour voir quelle est la personne qui matche le mieux avec ce qu'on veut faire plus tard. Alors comme on le disait tantôt, un des exemples c'était, pour être flexible, c'est s'il y en a un qui tombe malade, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir d'autres aléas par exemple, c'est on a un projet, donc là on a 4 personnes qui sont sur des projets différents, et on a un afflux de charge qui arrive sur un des projets. Dans ce cas-là, il va falloir pouvoir s'adapter pour faire face à ce problème-là. Et si on a une autre activité qui arrive d'un autre côté, on est flexible et on peut ainsi être sur tous les fronts. Parce que tout le monde connaît un minimum sur tous les projets. Maintenant, il va falloir savoir se positionner. On arrive dans une nouvelle entreprise. Au début, personne ne nous connaît. Et donc, il va falloir faire sa place. C'est une nouvelle cellule, donc une nouvelle équipe qui arrive dans une entreprise. Donc, on va tout bouleverser. Alors, que nous dit Sun Tzu? Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans donner bataille. Ce sera là le cas où, plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Alors, heureusement, quand on va se positionner, on ne part pas de rien. Notre positionnement initial, il va dépendre de notre sponsor. Si le sponsor est aimé par l'ensemble des équipes, par sa hiérarchie, etc., ça va bien se passer. Mais ce n'est pas toujours le cas. S'il y a des équipes qui ne veulent pas du tout travailler avec lui, ça veut dire que de base, ils ne voudront pas travailler avec nous. Donc nous, on part avec cet acquis-là, bon ou mauvais. Il sera toujours mitigé. Et à partir de là, il va falloir faire attention à ces différents points, à notre communication, notre façon de coordonner, notre façon de faire du pilotage, l'ensemble des connaissances qu'on va amener et aussi qu'on va récupérer, et l'ensemble des compétences qu'on va amener. À chaque fois, il faut se dire que dans chacun des projets, dans chacune des actions qu'on fait, si on n'apporte aucune plus-value, à partir de là, ça va mal se passer. Donc ça, savoir se positionner, ça va beaucoup dépendre au début de notre confort et ensuite de nos actions à nous. On part plus ou moins de loin. Une autre chose importante, nos moyens. On va mettre plein de choses en place. On va faire potentiellement venir des gens. Ça coûte de l'argent, et donc à chaque fois, il va falloir faire l'équilibre entre ce qui rentre, ce qui sort, et donc à partir de là, gérer ce qu'on va mettre en place. Donc Sun Tzu nous dit par rapport à ça: les coffres du prince que vous servez s'épuiseront. Vos armes perdues par la rouille ne pourront plus vous servir. L'ardeur de vos soldats se ralentira, leur courage et leur force s'évanouiront, les provisions se consumeront, et peut-être même vous trouverez-vous réduits aux plus fâcheuses extrémités. Comme on disait au début, potentiellement, on a plein de choses qu'on va vouloir mettre en place. Des outils, des formations, parce que les gens ne connaissent pas forcément les outils. Faire de la conduite du changement. C'est pas aussi simple que ça, la conduite du changement. C'est pas juste, tiens, il y a tel truc, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, ça va prendre du temps pour convaincre. Et convaincre à différents échelons. Il va falloir documenter l'ensemble des choses qu'on fait. Potentiellement, si on veut partir sur l'automatisation, il va falloir faire des POC, des Proof of Concept, sur différents robots, comment ils peuvent nous aider et ce qu'on peut en faire. Faire des démos, etc. Donc tout ça, en plus des projets sur lesquels on est, c'est de l'argent qui sort. En entrée, on a quoi? On a juste des fonds propres, qui ne sont pas limités, et des projets. Donc de toute façon, on a un déséquilibre, il va falloir faire des choix, on ne va pas pouvoir tout mettre en place directement. Donc on va le faire au fur et à mesure, et voir à chaque fois qu'est-ce qui amène le plus pour la qualité de service par rapport au prix que ça donne.
Et à partir de là, c'est des choses qu'on va mettre en place qui vont nous aider à convaincre, et donc du coup avoir plus de projets, avoir plus de fonds propres, et à partir de là, mettre de plus en plus de choses en place. Maintenant, quelque chose d'important, anticiper. Si on subit à chaque fois les événements, ça va être compliqué. Par contre, on peut essayer, bon an mal an, de les anticiper. En règle générale, l'armée arrivée en premier sur le terrain de bataille et attendant l'ennemi sera reposée. L'armée arrivant en dernier et obligée de se précipiter dans la bataille sera fatiguée et affaiblie. Au début, quand on va arriver, cherchez pas. Anticiper, c'est impossible. On ne sait pas où on est, on ne sait pas qui veut nous aider, on ne sait rien. Donc on va nous faire, ben voilà l'objectif, voilà les projets sur lesquels vous allez travailler. Plus ça va aller, et plus on va voir qui sont nos alliés, ou pas, et voir vers où on peut aller. Donc pour ça, on va guetter les opportunités. Donc on va faire attention à quels sont les freins à transformation. Si on a des personnes qui sont réticentes à l'idée de mettre en place du test, on va travailler plus tard avec eux. On va d'abord travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous. Donc pour ça, on va s'intéresser aux différents acteurs. Ceux qui viennent nous voir directement en mode « j'adore ce que vous faites, il faut qu'on travaille ensemble », on y va. Même si on n'a pas le budget et qu'on ne doit pas travailler avec eux, on va les aiguiller, on va leur donner des tips. Ça ne coûte pas beaucoup de temps, mais eux derrière vont être encore des sponsors, mais auprès des équipes. On regarde les risques potentiels. Si on voit qu'il y a des projets qui vont totalement dans le mur et qui sont impossibles à sauver, bah, potentiellement on va peut-être essayer de voir pour ne pas trop aller dedans. Parce que dans ce cas-là, on va aller dans le mur trop avec. Si on arrive trop tard sur un projet, on ne pourra pas tout changer. On vérifie aussi les différents impacts qu'on peut avoir. Maintenant, on est arrivé, ce qu'il va falloir faire, c'est renforcer nos positions. Au début, on est faible, on est quelques-uns, et au fur et à mesure, on va se renforcer. Donc, comment on va faire pour nous renforcer? Franchissez les montagnes et restez dans les vallées, mais dressez votre camp sur un lieu élevé faisant face aux versants ensoleillés. Évitez d'avoir à monter pour combattre. Alors, renforcer nos positions, c'est quoi? Nos compétences, nos connaissances. Au cours du temps, quoi qu'il arrive, il va falloir pérenniser nos acquis, recruter pour faire en sorte que nos connaissances, compétences s'améliorent. Et donc, c'est pour ça que la matrice de compétences, connaissances est nécessaire par exemple. J'ai quelqu'un qui part de l'équipe, est-ce qu'on va perdre les connaissances de cette personne? Peut-être que ces connaissances sont déjà acquises par d'autres personnes. Ou peut-être qu'avant qu'elle parte, il va falloir faire des formations à d'autres personnes pour qu'elles montent en compétences, elles montent en connaissances. Pareil pour les compétences. Est-ce qu'en mettant une nouvelle personne, est-ce qu'on va perdre ou augmenter le nombre de compétences? Le but du jeu à chaque fois, c'est que au fil des jours, des mois, des années, l'ensemble des compétences et des connaissances de l'équipe soit renforcé. Jamais on doit en perdre. Sur les projets, quoi qu'il arrive, on doit maintenir ou améliorer notre qualité de service. Et enfin, sur nos processus. En tout temps, ils doivent être connus et respectés. Donc pour ça, on va mettre des KPI en place, aussi bien pour les processus, aussi bien pour les outils, pour voir que tout se passe correctement. Donc justement, on en parlait, chaque fois qu'on va mettre quelque chose en place, est-ce qu'on met en place un outil? Est-ce qu'on met en place un processus? À chaque fois, il va falloir vérifier est-ce que l'adhésion à cet outil s'améliore? Est-ce que le suivi de ce processus est fait correctement? Donc pour ça, on va en mettre en place des KPI. Et on fait bien attention. On ne mesure pas ce que l'on ne valorise pas. On ne valorise pas ce que l'on ne mesure pas. Alors dans tout ça, on arrive dans un monde qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on veut faire. Donc on a des choses qui nous freinent. Il ne faut pas se tromper. Nous, on n'a qu'un seul ennemi. Ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas les processus en place actuellement, ce n'est pas les personnes qui sont actuellement dans l'entreprise et qui potentiellement font du test. Nous, notre seul ennemi, c'est la non-qualité. Donc on ne va pas se focaliser sur une équipe, sur une personne, sur l'organisation, sur un processus. Notre objectif, c'est d'éliminer la non-qualité. Et uniquement ça. Donc quelles sont les leçons à retenir de tout ça? 1. On choisit nos batailles. S'il y a des batailles, on les sait perdues d'avance, on essaie de les éviter. Le timing est essentiel.
on fait les choses dans le bon sens. On connaît les forces et faiblesses dans notre équipe, mais aussi chez les autres. Si on sait qu'il y a une équipe qui ne font pas de test du tout, allons-y. Ça va être facile. Si on rentre dans une équipe où déjà il y a du test, ils le font bien, on ne va pas apporter de plus-value ou très peu. Du coup, on ne verra pas l'intérêt de notre cellule. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. On a un plan unique, c'est-à-dire qu'on a une vision qu'on a mis en place. Même s'il y a différents chemins pour y arriver, on n'oublie pas qu'on a un objectif à la fin et c'est celui-là qu'on veut atteindre. La meilleure façon de vaincre, c'est de ne pas se combattre, c'est de ne pas combattre. On ne va pas aller voir chacun et faire « si le test c'est bien ». Non. Il y en a déjà qui, dès le début, se disent « le test est bien, commençons par eux ». Et puis, par capillarité, au bout d'un moment, les gens vont voir que les projets des personnes qui travaillent avec nous vont bien. Donc on va y aller petit à petit, mais on ne va pas commencer à travailler avec ceux qui ne veulent pas travailler avec nous. Le changement représente toujours des opportunités. On va mettre des choses en place, on va changer certaines choses. Il y a des gens qui vont venir nous voir pour faire « ah, ça c'est sympa ce que vous avez fait, mais comment on pourrait faire nous aussi pour ça ?» Et travailler avec eux. S'intégrer au final à l'entreprise. Un conflit prolongé ne profite à personne. Si on a des personnes qui sont contre ce qu'on fait, si on y va en frontal devant eux, on va avoir zéro résultat. Le seul résultat qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des remontées avec chaque fois qu'on veut travailler avec eux ou chaque fois qu'on est avec eux, ça se passe pas bien. Et enfin, le succès engendre le succès. Au plus on va faire des choses qui vont fonctionner, au plus ça va aller. Si on va d'échec en échec, les gens ne pourront pas aller avec nous.